Eh bien, bonjour tout le monde. Ici Pierre-Luc, de retour après une absence relativement longue. Et pour bien repartir le mouvement, je vais vous présenter une série dans laquelle différents invités vont m'interviewer à tour de rôle selon la capsule. Alors, les invités vont m'interviewer sur des thèmes particuliers à la femme. Donc, des thèmes que l'homme, au sens masculin du terme, ne serait pas supposé savoir bien traiter. Alors, pour éviter la confusion et pour éviter de m'accorder un statut de maître, disons que nous allons faire une étude de certains aspects particuliers à la femme. Alors, comme on dit en anglais, enjoy. Bonjour Pierre-Luc. Oui, bonjour Pierre. Tu es coordonnateur de la chaîne YouTube Diffusion BDM International. Et ceux qui voudront te connaître davantage, pour ceux qui voudront te connaître davantage, les coordonnées de la chaîne vont être sont déjà en dessous de la vidéo. Alors ça, c'est à votre choix. Alors, salut à toi. Oui, bonjour. C'est ça, Pierre-Luc, on s'est donné rendez-vous pour faire une vidéo sur la violence, mais particulièrement la violence conjugale. Et si on fait quand même un lien avec la situation du COVID, donc le confinement, il semblerait qu'il y a eu une hausse particulière. Et sans, comme tu voudras, soit qu'on parle de la hausse ou tout simplement des conditions de communication, de psychologie qui entourent la violence. Ouais. Je commence tout de suite en disant que l'homme, on va parler de l'homme aussi parce que on parle de violence sur la femme et de féminicide, là, c'est-à-dire ici, où est-ce qu'on on est au Québec, là, puis depuis combien de temps? Depuis le début de l'année, il y a déjà 10 femmes qui ont été assassinées par leur mari. Bon, c'est pas pour faire de la sensation avec ça. Il y a une action préventive et corrective qui est amorcée par le gouvernement québécois là-dessus. Mais c'est pas une chose facile parce que dans la psychologie de l'homme, on parlait du confinement, dans la psychologie de l'homme, dès qu'il se sent impuissant ou même stressé, il frappe. D'accord? Parce que là, je vais parler, oui, il y a de la violence occasionnellement de la femme sur l'homme, mais la plupart du temps, c'est de l'homme sur la femme. Alors, l'homme, pour éliminer son stress, il frappe. On va dire, il faut qu'il performe quelque chose. J'ai l'air de banaliser ça en disant que frapper une femme, c'est pas une performance, mais c'est un geste, il faut que ça sorte dans le mouvement. Pardon, dans le mouvement. Parce que contrairement à la femme souvent va introvertir son stress et elle va, bon, ultimement, tomber en dépression, par exemple. Ça ne veut pas dire que l'homme ne fait pas de dépression, mais il est porté à extérioriser son stress. D'accord? On va parler un petit peu de défoulement. Oui, C'est-à-dire bon, que c'est ça, exact. l'homme, quelquefois, quand il vit certaines situations de stress, il y a des gens qui le disent, ils vont faire, mettons, du sport ou même des arts Oui, martiaux. Ça leur exact. vient parce que ça canalise leur agressivité. Oui. Et ça, c'est L'homme, de par sa testostérone, il est porté à agir musculairement. Et ben oui, évidemment, sexuellement aussi, mais il est porté à extérioriser, et c'est pour ça que je dis à frapper. Donc, il faut que la testostérone soit canalisée dans quelque chose. ça, c'est un bon point. D'ailleurs, je voulais faire un lien, là. Euh, il y aurait potentiellement un lien avec le niveau de communication. Il y a des hommes qui ont de la difficulté à communiquer. Puis quand ils ne savent pas communiquer ou qu'ils ne savent pas se défendre au niveau des mots, qu'ils ne savent pas s'expliquer, ça peut déclencher une frustration qui mène à un certain niveau de violence. Très bien, oui, oui, Tandis qu'il y a des hommes, eux autres, qui sont plus élaborés, des gens qui travaillent en marketing ou en publicité, dépendamment du niveau de solidité de la personnalité, de l'identité ou de l'éducation. Il y a des hommes qui vont communiquer plus avec leur conjoint. Okay? La relation va faire que quand ils communiquent, ils expliquent puis explorent la situation de frustration entre les deux. Puis il y a moins de risques, ou quelquefois totalement éliminé, de passer à une violence physique. Autrement dit, la communication a tendance à apaiser les rapports. exact. Parce qu'au lieu de sortir musculairement, la frustration, elle va sortir vocalement, pas nécessairement brutalement, mais au besoin, il peut y avoir des éclats de voix
qui, si la femme est, on parle l'homme et la femme, là, si la femme est habituée de contenir une certaine dose de ça, ce qu'on appelle des explications entre quatre yeux, mais ça va aboutir à une solution concluante et rééquilibrante pour les deux personnes, pas besoin de frapper. Ça Mais existe? beaucoup d'hommes ne sont pas, surtout anciennement, mais même aujourd'hui, il y en a quand même un certain nombre, beaucoup d'hommes ne sont pas aptes à communiquer tout court ou à choisir instinctivement la communication, comme la femme le fait. La femme, elle, c'est bon, écoute, mon chéri, là, il va falloir se parler. Le bonhomme, il gèle carrément. Le gars panique, le gars typique, il panique devant la communication verbale. C'est trop compliqué pour lui. C'est pas une question de déficience intellectuelle, c'est une question d'effort. C'est une question d'effort énergétique. Par exemple, des femmes qui, on va l'appliquer à d'autres choses que la violence. Un homme qui veut se détendre, en général, il va aller faire du sport. Il va faire quelque chose. Il va aller marcher dans la forêt, tout ça. Ça ne veut pas dire que les femmes ne font pas ça, mais les femmes, quand elles veulent se détendre, une des façons qu'elles ont, c'est de parler ensemble. Tout le monde, tous les hommes connaissent les dialogues ou nous, on dit au Québec, les jasettes interminables de femmes qui passent d'un sujet à l'autre. Pour l'homme, c'est quelque chose qui est illogique et qui ne mène à rien. Mais pour la femme, puis ça c'est prouvé neurologiquement, il y a un vidage des hémisphères du cerveau qui se fait par la parole. De là à dire que la femme est plus douée pour la communication que l'homme, j'hésiterais pas à franchir le pas. Mais là, on fait les généralités, la femme, l'homme, d'accord? Mais disons, la psyché féminine, quel que soit le genre qui la porte, c'est la psyché féminine est plus douée pour la parole, ça va avec le relationnel, et c'est un kit féminin, d'accord? L'homme est plus doué pour la chasse, ramener le gibier, si on veut aller dans les archétypes ou dans le cerveau reptilien, il est plus doué pour la performance, il faut que ça donne quelque chose. Il y a un but en partant. Je veux scorer trois buts au hockey dans ma partie ce soir. Bon, par exemple. Il y a un but, il y a quelque chose de tangible. Alors, quand arrive un stress continu et que l'homme ne sait pas quoi faire avec son stress, éventuellement, ça va s'en aller graduellement sur une performance. Si on appelle quand même performance la violence, là, le monde comprend ce que je veux dire. Là. C'est un geste musculaire, pas nécessairement intelligent. Mais si on parle des hommes au niveau de la communication, est-ce qu'on peut parler d'un progrès depuis des siècles? Moi, je regarde en Des siècles, politique, je sais. Oui, excusez. par exemple. Oui. En politique, on peut parler, par exemple, de la diplomatie. Avant, on allait peut-être plus spontanément vers des guerres. Aujourd'hui, on parle plus de diplomatie. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, qu'il y a une part d'hypocrisie, une certaine réalité là-dedans. Mais quand on parle de diplomatie, il y avait quelqu'un qui avait fait un discours aux Nations Unies qui avait dit c'est mieux les blablabla que les pam-pam-pam. En voulant dire, des fois, on parle peut-être pour rien dire. Il y a beaucoup de gesticulation puis de verbiage. Et c'est peut-être mieux de se parler que de sortir les armes. Tu sais. Ben oui, ça crée une ambiance, le fait de se parler, même si ça peut être en partie hypocrite ou en partie un jeu, mais ce jeu-là, un peu comme les jeux de l'amour, les jeux d'autres choses, ça crée des ambiances. Et c'est déjà mieux. Les coûts sont moins élevés avec ça, même si ce n'est pas toujours productif à 100%, les coûts sont moins élevés qu'avec la violence. Effectivement. C'est une forme de négociation. Ah oui, oui, c'est une forme d'ajustement des vibrations entre les deux parties, les trois ou les quatre parties. Moi, je me rappelle, j'étais relativement jeune, ça existait au niveau de l'Église, c'est l'Église catholique. Il y avait des cours de préparation au mariage. Bon, oui, oui, C'est une ancienne formule, oui, je la connais. mais OK, c'était fait dans un contexte religieux. OK, j'ai jamais assisté à ça. Je me demande aujourd'hui si ça pourrait pas être amené au goût du jour. Est-ce qu'on n'aurait pas des formules comme ça? Moi, ça me donne l'impression que beaucoup de gens qui se marient sont très mal préparés. À la communication, c'était traditionnellement l'homme qui était moins bien préparé. La femme était moins bien
préparée, elle, à s'affirmer. On y reviendra dans une autre interview sur l'affirmation de la femme. L'homme est porté à s'affirmer, moi je dis toujours musculairement. Ça a l'air un peu idiot là, de dire qu'un homme est habilité à s'affirmer musculairement. Ça n'enlève pas l'intelligence, mais disons que c'est la voie principale. Et l'homme a toujours été défavorisé là-dessus. Un peu comme j'expliquais tout à l'heure, ça prend toujours plus d'énergie à un homme pour parler qu'à une femme. La femme recherche par voie naturelle à communiquer. Déjà, elle est, j'allais dire, programmée, elle est habilitée à porter un autre être à l'intérieur d'elle-même. Et ce n'est pas nécessairement en parole que ça se fait, les 9 mois de grossesse. Mais il y a une intense communication dans ça, à laquelle la femme est préparée et que l'homme ne peut pas vivre. Donc, je reviens à la base de la violence qui est faite sur la femme, c'est que la femme, elle a tendance, mon Dieu, il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Là. L'homme a tendance à frapper dès qu'il est stressé. La femme a tendance à vouloir concilier, se taire, attendre, un petit peu comme, j'allais dire un peu comme elle fait durant la grossesse. Je ramène toujours ça. Quand tu as une grossesse, tu ne dois pas brusquer ce qui est dans ton ventre. Puis tu fais la même chose à l'extérieur. Une femme, surtout si elle ne s'affirme pas, elle est portée, on dit dans le langage populaire, elle est portée à tout endurer. Mais il y a un but plus ou moins conscient derrière ça, c'est de ne pas perdre le couple, c'est de mettre si on considère le couple comme un enfant ou comme une tâche primordiale pour la femme, mais qu'on me trouve sexiste, là, mais ça, je m'en fous, j'explique comment la psychologie de ça fonctionne. Alors, la femme a comme but, presque un des buts souvent de la femme dans la vie, c'est de mettre au monde des enfants, c'est de faire un couple qui fonctionne, le plus possible proche de l'idéal, et de jamais abîmer ces œuvres-là. C'est toujours, pour un grand nombre de femmes, c'est toujours l'œuvre de leur vie. Il peut y avoir d'autres choses, puis on espère aussi. Alors, ce qui fait que la femme apparaît aux yeux d'un, par exemple, aux yeux d'un méchant, le prédateur va toujours sentir à distance quelle est la proie la plus facile. C'est inconscient parce que ce soit pour la chasse ou pour libérer son stress, je vais l'appeler prédateur parce qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Alors, il est porté à frapper davantage la femme qui, déjà au départ, donne des signes de plus grande. C'est moins dangereux de la frapper, elle. Tu sais, s'il y a une femme qui a déjà fait des arts martiaux, puis qui peut y casser le nez en un coup de poing, ça peut le ralentir un petit peu. Donc, là, je ne suis pas en train de blâmer la femme pour la violence, mais j'explique la psychologie. Il faut le comprendre comme des animaux, comme pour les animaux. Vous avez un ours qui se promène dans le bois, pas loin, vous faites une marche. Si vous commencez à avoir peur, il va sentir tout de suite. Quoique l'ours, ce n'est pas nécessairement un bon exemple parce qu'il ne cherche pas à s'approcher des humains, mais quand même, l'animal prédateur va aller chercher tout de suite la proie la plus facile. Et quand tu amènes ce point-là, Oui. ça pourrait nous amener à parler de la prévention. Oui. Dans le sens où, quand une femme fréquente un homme, il y a peut-être des signes. Les signes sont peut-être cachés un peu parce que quand les gens se rencontrent et se fréquentent, ils ont tendance à temporiser leur comportement. Ou à ce oui, ils sont à la chasse. On va revenir encore à la chasse, à la conquête, et puis ils veulent paraître sur un meilleur jour. Là. Un coup que la relation est établie, on dirait que là, les comportements ont tendance à se relâcher, les contrôles. Tu sais. Mm-hmm. Il y a des hommes qui vont tester, par exemple, qui vont utiliser un langage désobligeant. Puis il va voir comment est-ce que la femme réagit à un comportement comme ça. Oui, exact. Ils vont le tester, pas nécessairement consciemment, mais par approche successive. On en lâche une, ah ben, cador, il me semble que tu n'as pas été bien intelligente de faire telle chose. Tu sais. Oups, ça ne devrait jamais passer. Tout de suite au début, ça ne devrait jamais passer. Ne me parle plus jamais comme ça. Bon, mais là, il y a des conditions pour pouvoir faire ça. Il ne faut pas que la femme soit en dépendance affective, ait peur de quoi que ce soit. Parce qu'il y a j'ai vu beaucoup de femmes dans ma vie cadrer leurs hommes uniquement par leur autorité
psychologique, leur puissance, parce qu'ils n'ont pas besoin d'affronter l'homme. En général, l'homme, musculairement, est plus fort que la femme. Donc, mais il y a autre chose que le musculaire. Et j'ai vu des femmes de façon souvent assez brutale, un peu comme à l'exemple que je viens de donner. Ne me parle plus jamais comme ça. Mais pour faire ça, il ne faut pas avoir peur ni de recevoir une claque sur la gueule, parce que dans ces cas-là, ça n'arrive pas souvent que la claque se donne, ni de perdre le couple. La femme a peur de perdre le couple. Ça m'amène à un point que j'ai étudié récemment. C'est que les femmes qui viennent de familles plus riches, Oui, qui ont plus de confiance en elles, OK, ça peut exact. être un facteur. La richesse peut être un facteur de confiance en soi. Ça a un impact. Ben oui. Il y a des gens, il y a des femmes qui viennent de familles riches où ils ont reçu une éducation psychologique ou comportementale qui est beaucoup plus affirmative, qui est beaucoup plus solide. Elle est beaucoup moins à risque de tomber sous l'influence d'un homme qui a une tendance dominatrice. Oui, au niveau de la dépendance financière, elle est déjà indépendante. Donc, elle n'a pas cette crainte-là à surmonter. Et ce n'est pas un facteur pour endurer un homme qui ne conviendrait plus. Mais tu as toujours, même chez les riches, on va dire les riches, là, même chez les femmes indépendantes de fortune, indépendantes financièrement, on ne se débarrasse pas facilement de la crainte d'échouer le couple. La femme est prête à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour garder le couple, se sacrifier. Et je le mentionne souvent quand je travaille avec des femmes qui sont dans des situations comme ça. Est-ce que tu serais prête à perdre le couple si tu t'affirmais? C'est l'une des premières choses qu'on travaille. Donc, ce n'est pas toujours une question financière, Non, ça c'est joue. une question émotionnelle. Oui, ça joue, mais l'œuvre, on appelle ça l'œuvre de sa vie, l'homme, je les sépare, là, d'accord? On se comprend qu'il y a des mix là, selon ce qu'on appelle le genre. Bon. Mais l'homme, dans sa vie en général, c'est est-ce qu'il a suffisamment performé au niveau de l'argent? Autrement dit, est-ce qu'il est devenu riche, par exemple? Ou est-ce qu'il a accumulé suffisamment d'argent pour sa propre estime de lui-même et aussi pour le soin qu'il doit donner aux enfants qu'il a fait et tout ça. Bon, la femme, c'est pas comme tel l'argent, ça en fait partie parce qu'elle est intelligente, elle sait que ça prend de l'argent, mais elle est programmée pour l'enfant et le couple. L'homme est programmé pour le travail et l'argent. Je vais dire une grosse chose, il y a un certain type de profil qui attire davantage la violence, qui attire davantage le fait qu'une femme a choisi ce gars-là parce qu'elle l'a perçu plus ou moins consciemment comme pouvant reproduire souvent des comportements qu'elle a subis de la part de son propre père. Exemple, c'est pas absolu, mais c'est souvent ça. Ou quand elle veut absolument, parce qu'elle se sent tellement petite psychologiquement, elle veut un homme qui a beaucoup de puissance, parce que le violent, il dégage un genre de puissance qui est très séductive, jusqu'au moment où cette puissance-là devient une menace de mort. Mais la femme est impressionnée par l'homme puissant. Je ne parle pas juste sexuellement, là. Je parle de l'espèce d'assurance que le gars dégage, le côté je vais prendre soin de toi jusqu'à la fin de mes jours. Comprenons-nous, je ne suis pas en train de dire que l'homme qui dit ça à sa compagne, qui va prendre soin d'elle, que c'est un problème. Mais il y a une mécanique derrière laquelle l'homme qui sera violent dans le futur, derrière laquelle l'homme se cache. Et on se rapproche un peu de la description du pervers narcissique. Parce que c'est des beaux termes là, qui sont à la mode aujourd'hui. Mais ce que l'homme montre, la femme peut faire ça aussi, montrer un autre visage. Mais là, parlons de la violence de l'homme. Ce que l'homme montre n'est pas du tout ce qui sera dans quelque temps, lorsqu'il sera sûr que sa proie ne lui échappera plus. Oui, l'homme, là, typiquement, à la base animale, surtout s'il est face à une femelle, en période de rut, par exemple, il va essayer d'éliminer carrément l'adversaire. Ça, c'est pour la question de la reproduction, de la sexualité. Mais l'homme, foncièrement, est préoccupé par lui-même. Là, je vais me faire des amis, là. Ça ne me dérange pas, je suis un homme. Fait que, je m'inclus, là, enfin, du moins, à un certain degré. L'homme est préoccupé par lui-même. Sa réussite, son argent, si on exagère un peu la caricature, sa voiture, il va prendre plus soin de sa voiture que de sa femme. C'est des clichés qu'on a, mais qui ne sont pas totalement clichés.
L'homme veut arriver quelque part, il y a des femmes comme ça aussi quand même, là, mais l'homme veut arriver quelque part et ôtez-vous de mon chemin. L'homme est plus égoïste par nature. Oui, on l'appelle égoïste. Si on ne met pas de valeur morale à ça, l'homme est plus influencé par le principe de la volonté, même à un bas niveau, et la femme est plus influencée par le principe de l'amour, influencée, modelée ou modulée par le principe de l'amour, mais dans chacun des deux cas, mal appliqué, appliqué sans l'intelligence. Là, moi, je vois une contradiction. Si on prend que l'homme est plus centré sur lui-même, qu'est-ce qu'il porte comme tel à fonder une famille ou avoir des enfants? Pourquoi est-ce qu'il ne vit pas tout seul finalement? Ben, qu'est-ce que tu penses de la sexualité? Non, mais c'est-à-dire, là, je ne vais pas réduire l'homme. On passe par une description un petit peu péjorative pour l'homme. Là, il ne faut pas exagérer. Il y a des hommes qui veulent fonder une famille parce qu'ils ont le désir, mais en général, c'est la femme qui amène l'homme là. C'est-à-dire la société aussi, bien sûr. Pour être un petit peu grossier, là, ce qui attire le plus souvent l'homme dans le fait de fonder une famille, c'est parce que c'est le prix qu'il doit payer pour avoir de la baise. Je suis désolé, là, pour les hommes, et pour les hommes en général, parce qu'il y a autre chose pour certains hommes. Il y a des hommes qui veulent des enfants parce qu'ils sentent ils vont avoir un plaisir à faire ça et tout. Mais souvent, très souvent, qu'on regarde dans toutes les cultures, c'est le prix à payer, d'une part pour être accepté socialement aussi, mais pour avoir de la baise. C'est aussi primitif que ça, mais je ne glorifie pas non plus, si on s'en va à des niveaux très primitifs, je ne glorifie pas non plus le besoin, souvent, je vais dire obsessionnel ou viscéral de la femme d'avoir des enfants ou d'avoir une famille qui fonctionne bien. Parce qu'elle peut être asservie par ça, la femme. Elle peut être asservie puis amenée à la dépression plus facilement que l'homme lorsqu'on rencontre des difficultés dans le couple avec les enfants. Donc, c'est pas tous les hommes qui disent je me marie juste pour baiser. Bon. Il y a un côté social là-dedans, puis il y a un côté pour l'homme, on dit souvent se mettre la corde au cou. L'homme, on va loin, là, puis c'est un peu dispersé mon affaire, mais quand même, on sait des choses comme traditionnellement ou dans le langage courant. L'homme appelle ça se mettre la corde au cou. Pourquoi? Parce qu'il est porté, l'homme, à la base, il a, je vais vous révéler les choses, l'homme, à la base, il a des testicules. La femme, à la base, elle a un utérus. Donc, dans le physique, là, c'est pas orienté vers la même chose. L'homme est fait pour, je vais être vulgaire, l'homme est fait pour disperser son sperme. D'accord? Et féconder le plus de, on va dire, de femelles, là, dans ce cas-là, parce que je prends le niveau animal, le plus de femelles possible. La femme, elle a un utérus, puis ça va lui prendre 9 mois à sortir un produit. D'accord? Donc, elle est obligée, enfin, par sa physiologie et sa programmation, elle est obligée de. Elle ne peut pas se faire, il y en a qui le font, là, mais elle ne peut pas se faire féconder par 10 ou 15 mâles. Donc, le produit qu'elle va sortir, c'est un autre être humain qui a besoin d'un père et d'une mère. Donc, le nid, pour elle, est la priorité. Tandis que pour l'homme, c'est le nombre au départ, là. Un peu comme le lapin ou le cochon, excusez-moi, les hommes, j'en suis un. Non, mais on hésite souvent à comparer les humains à l'animal. Mais le physique, l'organique et tout de l'homme ou de la femme prédispose déjà à des choses. Et ça conditionne le comportement de la femme et de l'homme. Ça conditionne le comportement de la femme qui, si elle a déjà des enfants ou si elle en a un en germination dans son ventre, ne veut pas perdre le couple et peut rester plus longtemps que la normale dans une situation toxique, incluant la violence physique. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir le parallèle avec le monde animal. Ouais. Parce qu'il y a des couples, des types d'animaux, où l'intervention du père est très temporaire, comme par exemple chez les ours polaires. Ouais. Le mâle ne s'occupe pas des enfants. D'ailleurs, les mères s'éloignent des mâles parce qu'ils sont très dangereux. Oui, ben Mais oui. Chez les lions, c'est pareil, ou les tigres, parce que pour qu'on en revienne à la baisse, le lion, c'est un bon exemple, mais il y en a d'autres, c'est que le lion, il a tendance à vouloir tuer les petits, parce que tant que la femelle est en allaitement, elle n'est pas réceptive sexuellement. Alors, le lion qui a compris ça, là, il a compris que si il tuait les petits, que une fois le deuil de la femelle passé, elle va redevenir féconde.
Là, on a fait une ouverture. Qu'est-ce qui peut se faire comme prévention? Y a-t-il des façons dont on pourrait créativement installer un mécanisme de prévention de la part de la femme, de la part de l'homme, de la part des institutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le mécanisme de prévention, ben, un des mécanismes importants, ça serait l'éducation à l'école et même sur les médias sociaux. Moi, je commence à être vieux, là, mais des plus jeunes, un peu plus jeunes que moi, qui connaissent bien le milieu, pourraient travailler avec ça pour passer plus d'exemples. Si on donnait à des enfants des exemples, des modèles d'hommes qui sont communicants, comme des vases, non, mais qui sont communicatifs, je cherche le mot, là, qui sont capables de relations. Si on faisait l'éducation davantage qu'on l'a fait jusqu'à date, avec des modèles, des exemples de modèles, que ce soit dans les dessins animés, les bandes dessinées, ou autrement, qu'on donne des modèles, des cours je vais aller loin, là, parce que ça prendrait les budgets pour ça, mais des cours de comportement, des cours de conduite, finalement, de conduite de soi-même, avec des exemples concrets qui se passent entre garçons et filles, au cours primaire ou au début du secondaire. On s'adresserait au bullying à ce moment-là, l'intimidation, et on s'adresserait au comportement futur de certains hommes et de certaines femmes qui endurent la chose. On donnerait des exemples concrets de comment se sortir de là. Ça inclurait, si la femme est déjà dans un milieu toxique, d'avoir recours à des aides. Ça, c'est facile à dire parce que quand la femme est prise là-dedans, elle a tellement peur qu'elle ne veut même pas dénoncer. Donc, il faut montrer concrètement aux petits gars et à la petite fille qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi les conséquences de ci, c'est quoi les conséquences de ça. Pas nécessairement l'expliquer comme je le fais, mais donner des exemples. On faisait ça au niveau des adultes. C'est parce que c'est pas facile. Quand on offre des choses à la population, souvent l'homme qui est prédisposé à faire de la violence ne sera pas intéressé par ça. Il n'est pas concerné par ça. C'est pas lui qui a besoin de changer, c'est les autres. Donc, c'est pas de sa faute, c'est ça. C'est pas de sa faute. Puis, de toute façon, il n'ira pas se dénoncer lui-même comme étant potentiellement violent, parce qu'à l'extérieur, si on regarde plusieurs des hommes qui ont été impliqués dans les féminicides récents, je ne les juge pas là, comme tels, mais je veux dire, on voit que c'est une belle apparence extérieure, une belle apparence même physique, une bonne présentation de même. C'est des gens, souvent, pas toujours, mais c'est des gens souvent charmants. On se rapproche du pervers narcissique dans cette description-là. Donc, Mais je ne veux pas avoir l'air désespéré par rapport à ce qui peut être fait avec l'homme ou avec la société, mais je le vois d'une façon très précoce, l'éducation à faire avec les enfants, de sorte que ça rentre, ça s'imprime pour le futur. C'est plus facile après, quand l'homme a 25 ans ou 32 ans, de l'amener sur des questions, des notions de compréhension, de relation, de mal qu'il peut faire à quelqu'un d'autre, parce que naturellement, la nature masculine n'est pas portée là-dessus. Il ne faut pas que le masculin, je reviens toujours à la chasse, puis à la grotte dans laquelle la petite famille est élevée. Là. Donc, l'homme qui va à la chasse, il ne faut pas qu'il y ait faut pas qu'il y ait trop d'introspection, il ne faut pas qu'il y ait pas une télépathie, comme on appelle ça, une sympathie pour l'animal qui va tuer. Donc, il est fait avec une forme d'insensibilité. Il peut être très sensible sensoriellement pour atteindre ses buts. Justement, aller chasser le cerf ou le chevreuil. Donc, il va être attentif, il va tout entendre, même le moindre bruissement de feuilles, et il n'est pas capable de saisir souvent l'homme typique là, de Cro-Magnon, et il n'est pas capable de saisir le frémissement qui va se passer dans sa femme au moment où il la menace plus ou moins directement de la traiter en idiote ou de la frapper. si on avait des thérapies au niveau des couples avant le mariage, à ce moment-là, les deux. Ça, c'était les cours de préparation au mariage, c'était l'idée. Bien dessus, mais pas de Oui. faire. C'est intéressant parce que ça rejoint le même principe pour moi qui dit de préparer déjà les enfants aux relations garçon-fille, qui se fait en partie par certains professeurs dans les écoles. Mais est-ce qu'on obligerait les gens pour avoir droit à la vie commune? Un peu, ben, ça pourrait se faire. Quand il faut conduire une voiture, il faut que tu passes je parle là pour la France, la carte, les mails, la carte verte, je pense.
dans la carte terrestre aux États-Unis. En tout cas, bon, de toute façon, il faut que tu passes le permis. Sans ça, tu es hors la loi. Donc, ça pourrait être la même chose, mais je ne m'aventure pas là, dans la planification de ça. Ben oui, c'est une habilité de base en société. Ça pourrait être une belle émission de projet pilote, Oui. tu sais, une émission pour la télévision, où les gens auraient un cours de préparation au mariage, puis de voir comment est-ce que les gens communiquent, comment est-ce que ça fonctionne. OK. Alors, c'est un survol. Hein? C'est un survol parce que là, on se promène un petit peu, on a étendu le sujet de la violence. On pourra y revenir éventuellement s'il y a tellement de choses à dire et à faire. Hein? Ben oui, ben merci beaucoup, Pierre-Luc. J'ai trouvé ça super sympathique. Et on se reprendra. Alors, au plaisir d'une prochaine fois.